Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un métier rare, ô combien précieux, un métier que l'on croyait disparu, celui d'écrivain public. Nous recevons Nathalie Cadet, entreprise Comment dire. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter Anne de Sylvestre. dire. Ah, ce n'est pas tous les jours que nous recevons dans cette émission une travailleuse de la mine et du taille-crayon. Ouvrière du sentiment, elle met les mains dans le cambouis de la vie, le cœur dans la jaserie, la plume dans l'encrier, tourneur, phraseur, fabricante de jactance, tailleur de bavettes, peaufineur de baratin, trimeur de la tchatche, souffleur de verbes, décorateur de confidences, façonnier en caractère, tailleur de pierre, Paul, Vincent et les autres, bref, écrivain public, biographe. Faut dire que Nathalie Cadet est tombée dans la marmite des mots quand elle était toute petite, née sous le signe du du recto verso, élevée au lait, cahier d'écriture, épithète, des adjectifs, des mots, longues conversations plein la tétine, des petites cuillères de syllabes. Nathalie a bu l'encre à gros brouillon. Aucun doute, les mots lui plaisent, elle sera écrivain. Car oui, l'écriture, c'est sa came. À peine levée le matin, elle s'installe à la table des matières, enfile une ligne, puis une autre ligne. Elle se nourrit d'héros et d'héroïnes, de pâte à papier ou autres millefeuilles. Le jour comme la nuit, elle va au charbon, elle joue les nègres, travaille au noir même dans ses nuits blanches. Elle a une grande force de frappe, elle respire à peine aux virgules. Elle est très portée sur la chose littéraire et va jusqu'à courir plusieurs livres à la fois. Qu'on lui importe un récit cousu de fil blanc, un patchwork d'histoires, des chutes et même des tissus d'incohérence, eh bien, elle saura en faire de la belle ouvrage. Elle coupe, elle taille, elle raccommode, elle brode, elle crée le fil pour en faire du prêt à publier. Elle est finalement comme les boulangers, ça bosse de très tôt à très tard, du 24 œuvres sur 24, délit de tas de pages diurnes et nocturnes, ça pétrit, ça malaxe, ça laisse reposer, ça fixe la feuille dans le blanc de la trame, ça transpire, ça creuse, ça fouille dans les nappes féeriques, ça descend en rappel dans les souvenirs, bref, ça gamberge, ça rêve, que du bon mot chaud et croustillant qui habite les vérités et qui distille les grandes douleurs. Alors, mesdames et messieurs, si le premier ouvrier scribouilleur venu colle et attend que ça sèche, eh bien Nathalie, elle sèche des heures et elle attend que ça colle. Oui, que les mots collent, que la réplique colle à l'acteur, à la situation. Alors Nathalie, continue à tricoter du rêve et des récits au point d'exclamation ou d'interrogation. Mais de grâce, Nathalie, évitez le point final et les paires de parenthèses, car vous faites un beau métier qu'il serait dommage d'enfermer au musée guillemets. Allez, comment devient-on écrivain public ? En quoi consiste son métier ? Quelles sont ses principales activités ? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Nathalie Cadet, soyez la bienvenue. Merci. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Avant de se lancer dans notre entretien, permettez-moi de vous présenter deux souffleurs du verbe. Amoureux des mots, ça c'est certain. Tailleur de bavettes, on dirait. Spécialiste de la cuisine. Et puis, allez, pilier de baratin en patoisant. Nos deux Jean-Pierre Bertrand, Jean-Pierre Pouvreau au menu. Une recette ? Oui, avec du thym, parce qu'il y a peut-être des baratins où on prendra des infusions de thym, etc. Ah, c'est ça. Ah, ça pourrait se faire. Hein. Un fond de baratin. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Alors donc, aïe, 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 puisque l'ail est un légume, c'est un condiment qui existe depuis très très longtemps. Voilà. Et puis, il a des vertus positives pour la santé et qu'on a peut-être tendance à oublier, même si on le consomme un petit peu. Et on peut le préparer différemment. Alors donc, j'ai fait une huile d'ail et de l'essence d'ail à macérer. Puis après, ce qu'on peut en faire et des recettes liées à l'ail. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça chasse le diable, ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, on développera un petit peu ça. Avec plaisir. Et Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo. Oui, moi j'ai cherché des choses qui forcément vont droit dans le sujet. J'imagine, oui. D'abord, un instituteur qui nous rappelle le matériau pour écrire. Ben oui, ça passe par là. Avant la guerre, avant tous les engins. Et puis un autre qui nous explique la naissance de sa passion pour l'écriture. Oui. Qu'on a vu ici au tout début, Claude Béziot, qui a fini Globetrotters
et qui a été reporter mondial, etc. Et donc qui va nous parler de la naissance de son intérêt pour l'écriture. Bon, on écoutera ça. Nathalie Cadet, alors j'ai envie de dire écrivain public, biographe, rédactrice web et édition, conceptrice, rédactrice publicitaire, journaliste. Comment on vous qualifie ? Je suis polyvalente en écriture, mais le mot qui le définit là le mieux, c'est écrivain public. Écrivain public. Parce que c'est ma conception de la chose, quoi. Ouais. Écrivain, j'écris, et public, je mets ma plume à la disposition du grand public. Donc voilà, et j'écris plusieurs choses. Après, moi, je suis une écrivain public parmi une écrivain, non pas écrivaine. Ah oui, on en parlait hors micro tout à l'heure. Ouais. Je suis pas fan du écrivaine. Je trouve que je trouve que ça sonne. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas très bien. Ouais. Et donc écrivain public. Écrivain public. Voilà. Je suis écrivain public. J'écris pour les autres. Pour les autres. Et j'écris plein de choses. Alors qui sont les autres justement ? Les autres, ce sont à la fois les particuliers, les professionnels, les entreprises. Hein, sur le métier on va dire que sur la partie écrivain public, biographe, je travaille plutôt avec les particuliers. Ouais. Et sur la partie rédactrice web et édition, je travaille plutôt avec des professionnels, des entreprises. Voilà. Et ça peut être aussi la presse, puisque j'ai fait aussi un peu de journalistique. Ouais. Oui, parce que comment on devient écrivain public ? C'est quoi votre parcours ? Alors, comment on devient écrivain public ? Il y a plein de chemins. Moi, le mien, je suis de formation marketing communication. D'accord. J'ai fait une école de marketing publicité il y a pas mal d'années maintenant. On appelait ça encore la publicité. La communication globale émergeait. J'ai travaillé pendant quasi 20 ans dans le marketing et la communication, et puis à un moment donné, à une période de chômage, j'ai eu envie on va dire d'une parenthèse, mais d'une parenthèse utile, et j'ai repris mes études. D'accord. Et je suis tombée, alors je vais dire... On va dire par hasard. J'aime pas. Je parlerais plutôt de synchronicité, parce que des hasards qui n'en sont pas. Et un jour sur le web, je suis tombée. J'étais en région parisienne et je suis tombée sur une formation à Toulon, à l'université de Toulon, formation d'écrivain public, auteur conseil. Ah oui, donc il y a bien une formation qui est délivrée pour exercer ce métier. Il y a. Alors, je suis pas forcément spécialiste du sujet, et les formations évoluent. Il y a des formations publiques et il y a des formations privées. Il y a peu de formations publiques, en tout cas il y a peu de formations avec des diplômes reconnus, une forme de diplôme reconnu par l'État. Il y avait à l'époque ce diplôme universitaire à Toulon, le DU écrivain public auteur conseil à Toulon. Il y a toujours, je crois, la licence à la Sorbonne. D'accord. Le DU de Toulon a évolué, porte un nouveau nom, etc. Il y a aussi une formation par le CNED, il y a aussi des formations privées. Et c'est multiples chemins. On peut aussi, c'est un métier qui n'est pas réglementé, donc on peut très bien devenir écrivain public sans avoir aucun diplôme. Ouais. Moi, je ne vais pas dire que j'ai choisi d'avoir un diplôme, c'est parce que j'ai fait cette formation que cette formation a été une révélation. Voilà. C'est ça. C'était une évidence. Évidence, il n'y a pas cette brutalité entre guillemets de l'évidence. Ça a été un cheminement, ça a été le début d'un cheminement. Quand je suis revenue de cette formation, ça a été que du bonheur, que du plaisir. J'ai touché à plein de types d'écriture, théâtrale, journalistique, argumentative. Je me suis, éclaté. Et en plus, j'étais avec un groupe d'élèves formidables. Ça a été des super profs. Ça a été, je crois que ce sont les plus beaux mois de ma vie. Ah, c'est beau, ça. Surtout Toulon, en plus. J'ai vécu dans un endroit formidable. Ça m'a donné certainement le goût de la province, puisque quand je suis revenue avec ce diplôme, que j'ai obtenu avec mention très bien, cette mention, elle fait partie de la révélation, du déclic. Je suis revenue sur Paris, et puis là, j'ai dit non, je ne me vois pas rester. J'ai choisi la Vendée. Voilà, je suis une Vendéenne de cœur, d'adoption. Du côté des Sables ? Non, j'ai la chance, le privilège depuis 5 ans d'habiter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Ouais. Ma ville que j'adore. Ouais. Et comment on se fait connaître ? C'est pas la partie de mon métier que j'aime le plus. Voilà. Non, parce que je disais tout à l'heure que c'est un métier rare. Bon, je sais pas si en Vendée il y a d'autres écrivains publics.
Il y en a. Il y en a pas énormément, mais il y en a. Mais cela dit, il y a aussi pas mal de rédacteurs web en Vendée. Oui. Donc, c'est pas un métier rare, le métier d'écrivain public pour moi. Non, c'est un métier qui est méconnu. D'accord. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on a pour habitude de dire que c'est un vieux métier d'avenir. C'est joli ça. C'est un métier qui existe depuis très longtemps. Il y a toujours eu des écrivains publics, il y a toujours eu des gens qui ont écrit pour les autres. Mais on ne le sait pas forcément. Donc il y a des groupements qui se créent, il y a des fédérations, des associations qui cherchent à défendre et à faire connaître le métier d'écrivain public. Mais qu'est-ce qui déclenche pour un particulier le fait d'aller voir un écrivain public? Comment on le sait? Quelle est la demande? J'imagine que là, il y a plein d'entrées. Tout à fait. Il y a plein de raisons pour un particulier de venir taper à la porte d'un écrivain public. Ça peut être un problème de maîtrise de la langue. Ça peut être un problème, c'est que l'écrivain public, il va aussi dépassionnaliser certaines situations. Oui. Il va prendre du recul à la place de l'autre. Ouais. Donc voilà, ça peut être un problème de celui qui n'a pas le temps. Celui qui n'a pas l'envie, qui n'a pas le temps, celui qui n'a pas la maîtrise, celui qui n'a pas... il peut y avoir un côté douloureux dans certains écrits pour le particulier. L'écrivain public a ce rôle-là. Vous ne vous ennuyez pas? Parce que du coup, ça peut être de l'écriture administrative, mais aussi biographie. Plein de choses. Je peux écrire plein de choses. Non, ça, je ne m'ennuie pas. Les demandes sont très, très, très différentes. D'accord. On reviendra dans un instant pour savoir comment vous organisez vos journées, combien de temps vous passez, combien de temps ça demande d'écrire un texte, alors selon les besoins et les demandes, j'imagine. Mais je vous propose une petite pause. On va manger, on va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. On va manger de l'ail. Ah, de l'ail. Aïe. Jean-Pierre. Aïe, caramba. Monsieur a des références. Oui, alors, mais pourquoi pas de l'ail? Enfin, on en mange inconsciemment dans pas mal de recettes. Oui. Une des recettes typiques vendéennes, évidemment, c'est le préfou. Le préfou. Alors bon, le préfou, on peut le faire soi-même. Il faut commander du pain polka. C'est ce pain avec lequel on fait le préfou, ça s'appelle du pain polka. Et tous les bons boulangers peuvent vendre du pain polka nature. Ensuite, il suffit de prendre un beurre, le laisser à l'air ambiant, de le mettre en pommade. On rajoute de l'ail, alors suivant les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien quand c'est très aillé. Oui. Alors après, il faut doser la dose entre l'ail et le beurre. Et on peut éventuellement mettre un petit peu de pastis, mais ça dénature après le goût de l'ail. Mais ça se marie bien. Ça se marie bien. Voilà, bien une toute petite pointe. Trop n'en faut. Trop n'en faut. Voilà. Et vous tartinez votre baguette avec votre beurre. Voilà, c'est bête et méchant. Du poivre du moulin pour relever un petit peu. Ouais. Moi, mon poivre, je le moule avec des vieux moulins Peugeot, là. Voilà, que j'ai réglé avec des grosses moutures. Et là, le poivre dégage une espèce de parfum qui est vraiment unique. Voilà. Alors bon, ça, c'est une des recettes. Il faut savoir quand même que l'ail, on appelle ça la thérapie paysanne d'autrefois. Et les Égyptiens, quand ils éditaient une pyramide, par exemple, ils percevaient chaque jour une tête d'ail avec plusieurs gousses. Il y a de la tête d'ail avec plusieurs gousses d'ail pour ses vertus tonifiantes et antiseptiques. Voilà. L'ail était une panacée chez les Hébreux, les Grecs, les Romains, de tout temps. Dans toutes les cultures, l'ail est présente, surtout un peu plus dans le sud. Dans le nord, c'est les oignons, et dans le sud, c'est l'ail. On mélange les deux en cuisine. Mais bon, c'est la tendance. Bon, les escargots farcis avec un beurre d'ail, où là, on met du pastis, on met un petit goutte de pastis. Moi, mon patron de cuisine m'a appris à mettre du pastis dans le beurre d'escargot. Une petite échalote pour arrondir, et puis du persil plat. Voilà, et vous avez votre beurre d'escargot. Il suffit d'aller ramasser les juments qui courent dans les endroits où c'est pas traité. Voilà, on les met à jeûner pendant un petit moment, pendant un mois, avec du son, tu te rappelles, avec du son. Et on fait le beurre d'escargot. Voilà, alors bon, là, moi j'ai ramené de l'huile d'ail et de l'essence d'ail. Alors l'huile d'ail, c'est pas compliqué à faire. Un demi-litre d'huile d'olive, 24 gousses d'ail écrasées à la batte. Alors on met la batte et on tape dessus. Voilà, du thym parfumé, et puis on le laisse mariner au soleil pendant 3 semaines. Et ça peut parfumer les poissons, mayonnaise, vinaigrette, aioli. Ça parfume tout ce qu'on veut, c'est pareil, à tester avec selon vos goûts. Voilà. Autrefois, on mettait des gousses d'ail aux gamins autour du cou,
pour éloigner les vers. Ah oui, c'est très bon contre les vers, et également il y a toute une thérapie. Pour la séduction. Comment les parents nous ont préparé le matin avec le chocolat, des gousses d'ail sur du pain avec du beurre. Et ça fouettait, parce qu'à l'école, on savait, les gamins qui avaient des vers, ce que ça sentait l'ail. Ah ouais, ça sentait l'ail. Alors bon, je vais en terminer là. Voilà. L'essence d'ail, là il y a 34 gousses d'ail, une tasse de vinaigre blanc, on fait bouillir le vinaigre, on le met sur l'ail, et ensuite on laisse macérer entre 5 à 8 heures, voire une nuit, et après on laisse réduire à feu vif pour conserver à peu près les 3/4 de la hauteur de vinaigre. Voilà, et on s'en sert également pour en cuisine, pour traiter les verrues, il y a pas mal plein de vertus. Il y a plein de vertus. Bon. Donc voilà, donc un conseil, prenez garde à l'ail, aïe, c'est très bon pour la santé. Ouais. Très très bon pour la santé. Alors n'hésitez pas à en mettre dans la cuisine, à en manger cru. Quand on en mange l'ail cru, évidemment, dans le préfou, il faut que tout le monde en mange, on dit. Si tout le monde en mange, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais autrement, c'est très bon pour la distanciation sociale du coronavirus. C'est ça, parce que pour pécho, c'est pas ça. Voilà, c'est très très bon. On peut manger de l'ail à l'heure actuelle. C'est efficace. Moi, j'ai entendu dire que c'est toxique pour les chiens, mais à microdose, ce serait bon contre les tiques et les puces. Ah oui. Ah oui. Et je tiens à souligner quand même que Christian Cadet est le papa de Nathalie Cadet, qui est notre président des Barbus. Ah, d'accord. Voilà. Ça va faire plaisir. Ça, quand même, il ne faut pas rigoler. C'est notre grand. Il a beaucoup de mérite à tenir cette association. Une association, une confrérie, non? Une confrérie. Confrérie des Barbus. Mon Dieu. Voilà. Créé par Jean-Pierre Pouvreau. Ouais, ça m'étonne pas trop. But humanitaire, tout l'argent récolté va à la CNSM de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Eh ben, petit geste amical alors. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous pouvez lui écrire une lettre aussi. Non, je le vois souvent, j'ai la chance de... Nathalie, les demandes les plus fréquentes, quelles sont-elles pour les particuliers, en l'occurrence? Les courriers. Des courriers de différentes natures. Voilà, ça peut être d'ordre administratif, ça peut être aussi souvent des courriers personnels. D'accord. Voilà, des courriers assez personnels. Et alors là, du coup, quelle qualité faut pour exercer ce métier? Parce que les courriers personnels, ça veut dire qu'on est au service de l'autre. Ouais. Bon, alors, il faut savoir écrire, ça c'est une chose, sans faire de fautes d'orthographe ou très peu. Mais il faut savoir aussi, surtout, écouter. Beaucoup. Bien décoder le besoin et bien comprendre l'autre. Voilà. Je ne peux pas écrire si je ne comprends pas l'autre. C'est pas possible. Voilà. Mais heureusement, ça se passe bien. De temps en temps, il y a un bug, ça ne matche pas, mais... ça demande du temps? Oui, bien sûr, ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est un métier qui demande du temps. Ça demande du temps de discuter avec l'autre pour quel que soit le type de demande. Et, je vais donner l'exemple de l'aide de motivation CV. Oui, par exemple. Moi, ça peut paraître fou. Moi, je suis longue. Hein. Je dois reconnaître, je suis quelqu'un d'assez... Voilà, je ne m'arrête qu'à partir du moment où vous parliez de point final tout à l'heure, à partir du moment où je suis radicalement satisfaite, et c'est exactement... je sens bien le truc, et voilà, c'était ce qu'il y avait à dire. C'est pour ça que d'ailleurs, mon entreprise s'appelle Comment dire. Comment dire. Puisqu'il s'agit de trouver les bons mots. Et faire une lettre de motivation et un CV, c'est pas coucher des mots. Ça veut dire qu'il faut à la fois bien connaître la personne, quel a été son parcours, quel est son objectif. Il faut aussi bien connaître l'entreprise visée, parce qu'en théorie, il faudrait une candidature par entreprise. Voilà, il faut que ça rentre dans les cases. Ouais. Donc ça demande du temps pour bien connaître la personne, bien comprendre la motivation de la personne, bien identifier la valeur ajoutée de la personne sur tel ou tel poste, etc. Et puis il y a aussi tout ce temps derrière de rédaction pour trouver les mots, de mise en page aussi, parce que ces mots on les met en page, donc à la fois dans le courrier et à la fois dans le CV. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Un écrit prend du temps. Il y a des allers-retours aussi bien sûr. Jusqu'à temps que la personne soit satisfaite? Tout à fait. C'est la prestation, toutes mes prestations incluent le temps passé à la rédaction, mais aussi le temps passé à la correction jusqu'à ce que j'appelle la validation des textes. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'animer des stages d'écriture ou des ateliers d'écriture? Non.
mais je serais quelquefois tentée. Mais, c'est un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice, mais finalement, c'est pas compliqué. Enfin, si j'en fais, je veux du fun, voilà. Je veux qu'il y ait du plaisir. Il y a différents types d'ateliers d'écriture. Moi, j'ai eu la chance de découvrir les ateliers d'écriture il y a 10 ans, quand j'ai passé mon diplôme universitaire. Mais c'est extraordinaire. Ça peut être plein de choses. Il y a plein d'émotions à vivre ensemble, quoi. Ça peut être le rire, ça peut être enfin, c'est super, les ateliers d'écriture. Mais il y en a déjà à Saint-Gilles, il y a une association qui fait ça. Mais peut-être qu'un jour, ça Rendez-vous est pris. Nathalie, je vous propose un petit bond dans le temps. On va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Alors, j'avais 2 réflexions à faire par rapport à votre propos. C'est que dans un temps, j'ai été auprès de la Chambre de métier, conseiller auprès d'un système qui s'appelait recherche d'emploi active. Et on déconseillait fortement à nos candidats en recherche d'emploi de se faire aider par quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, les chefs d'entreprise, et surtout de nos jours, les DRH, étaient formés à la lecture des CV et savaient très bien, dès que ça arrivait, porter un œil vigilant sur la chose, mais savait très bien qu'ils percevaient que ce n'était pas la plume de l'intéressé et que lors de l'entretien, ils allaient le taquiner là-dessus pour voir s'il était bien l'auteur du courrier. Vous voyez, c'est compliqué, ça. Hein. La candidature, de toute manière, chacun a sa conception de la chose. Effectivement, moi aussi, quand on travaillait ce type d'écriture pendant le DU, les avis étaient divergents. Il y avait... il y a une question de champ. Ça dépend de la personne qui est derrière le CV. Voilà. La personne est de mauvais poil, elle ne va pas capter les mots de la même manière. Vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui va dire « Ok, c'est pas la personne, mais déjà, la démarche de se faire aider pour obtenir le poste, elle est louable. Oui. » Il y a un côté très aléatoire dans le... C'est pour ça que je lis. Pour avoir vécu ça pendant 10 ans quand même. Donc j'ai vu pas mal d'expériences. On ne peut pas non plus laisser les gens faire plein de fautes ou très mal formulées. C'est aussi les accompagner. Moi j'étais chargé de les accompagner, donc je vois bien à peu près de quoi il s'agit. Alors, ce que je voulais dire, c'est que depuis des années, des gens font une autobiographie. Des petites mémoires. Les Américains appellent ça des ethnotextes, puis c'est rentré dans le jargon du monde universitaire. J'en ai ramené 2. Voilà, Souvenirs d'enfance d'Adeline Ouvrard, Gentot. Ça date de quand, ça ? Ça date de 1984. Ah oui, d'accord. Donc cette dame, à un moment de sa vie, a eu besoin d'écrire son histoire. Des choses comme ça, on en a en gros 70. L'aide à l'écriture, on n'oublie pas la période du régiment, où quasiment une partie de la société paysanne et beaucoup d'ouvriers se faisaient aider par des gens qui savaient écrire. On voit pendant la guerre de 14 le nombre de courriers de gens qui s'est marqué illettrés dans la fiche d'état militaire, et puis qui s'est parfaitement écrit avec la belle ronde, etc. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé un autre document parmi nos choses. Voilà un autre document qui est dans le même genre. Là, c'est un soldat qui en 1870 fait partie de ceux qui défendent Paris, et donc il raconte au quotidien ce que lui vit. D'accord. Et voilà, des ethnotextes. Et c'est très intéressant. Moi, j'invite les gens qui en ont chez eux d'en faire part, parce que ça nous intéresse de les numériser. Vous voyez, on ne prend jamais les originaux. On laisse les originaux dans la famille. Mais d'avoir copie, ça nous intéresse, parce que ce sont des informations réfléchies. Quand on écrit, on réfléchit. Donc, ce n'est pas de la conversation brute et directe. Tout à fait. Donc, pour revenir à nos affaires, on va entendre Monsieur Georges Gris, qui se souvient, il était enseignant, instituteur à l'époque, qui est de Montsirègne. On écoute. Mais en même temps, j'étais passionné quand même par les études, par écrire, etc. Et j'ai dit, quelle est la passerelle entre le camion et puis l'écriture ? Je dis, c'est simple, je vais faire un livre. Mais je savais déjà à notre époque, c'était il y a quand même pas mal d'années, mais déjà je savais que sur 1000 livres envoyés à un éditeur, l'éditeur en publiait un. Parce qu'à l'heure actuelle, on a la chance d'avoir des éditeurs en province. J'ai dit, tant pis, j'offrais mon livre. Alors j'ai commencé à écrire.
Mais j'ai fait 1 livre, 2 livres, etc., que j'envoyais par la poste. Et régulièrement, je recevais 2 mois, 3 mois après. Malgré tout l'intérêt que nous présentez votre livre, nous avons le regret de vous dire qu'il n'appartient pas, qu'il nous intéresse pour nos collections, ce n'est pas possible. Très bien, merci Jean-Pierre. Alors là, on a entendu Claude Béziot, oui. Qui a été un globe-trotteur. Et maintenant, on va entendre Monsieur Georges Gris, donc l'instituteur. On écoute cet extrait. Voilà. Plume, diverses marques de plumes, mais c'est la plus célèbre, c'est la Sergent-Major. La Sergent-Major, il y avait la tête de mort aussi. Il y en avait une qui avait une drôle de forme, un peu tête de mort. Oui. Mais alors ce matériel-là, les livres, les plumes, tout ça. Ah ben c'est nous qui les vendions, parce que donc on achetait notre matériel, mettons la librairie Frimodo, ce qu'il nous fallait pour ce qu'on estimait être nécessaire pour l'année scolaire, les cahiers, et puis on vendait aux enfants. Alors donc on avait un cahier, et puis quand ils nous demandaient une plume, ou un crayon, ou un buvard, on le marquait sur notre cahier, puis en fin de mois, on envoyait le relevé aux parents. Et oui, on traverse, on traverse le temps avec les SMS. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, parce que c'est déjà la fin de notre émission. La Comtoise qu'on a entendue qui nous rappelait que voilà, l'émission, ça passe vite. Ah oui, très. On a les mots qui défilent ici. Merci beaucoup en tout cas. Et puis merci à vous. On a noté l'adresse si besoin d'écrivain public. On s'adresse à Saint-Gilles. Il faut que j'écrive la biographie de Jean-Pierre Pouvreau. Voilà, prochainement dans vos bacs. Merci beaucoup Nathalie, merci les Jean-Pierre. Merci beaucoup. Avec toutes. Merci.